Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Les amis, Alassane Ouattara, Emmanuel Macron, c'est les politiciens les plus stupides. Vous le savez, je n'ai pas à m'accommoder avec le langage diplomatique parce que je ne suis pas un diplomate. Je suis un enfant d'Afrique qui aime son Afrique, qui défend son Afrique et qui n'accepterait jamais que des gens viennent nous imposer leur diktat. Les gens viennent nous dire ce que nous devons faire chez nous. Le Mali et les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main et refuser la manipulation de la France, la spoliation de leurs biens. C'est normal, non? Pourquoi la France a-t-elle le droit de défendre ses intérêts et le Mali et les Maliens n'ont pas le droit de défendre leurs intérêts? Jusqu'au point où vous avez un patron comique, un barbare cynique, un sataniste qui va venir se placer là en disant le Mali n'est pas fait ceci, vraiment il faut travailler avec la France. Donc vous comprenez bien que ce genre-là roule pour la France. S'il y a des gens qui avaient encore des doutes sur Alassane Ouattara et son amour pour la France, c'est que ces gens-là ne suivent pas la qualité. Ouattara aime plus la France que sa personne. Il aime plus la France que le Burkina, que le Mali, que l'Afrique, que la Côte d'Ivoire. Pour lui, il faut tout donner à la France. Quand vous avez quelqu'un qui a été formé dans les écoles coloniales, vous pensez que ça donne quoi? Ça donne ça. Ça donne le dramatisme. Monsieur Ouattara et Emmanuel Macron tissaient un plan, cette fin d'année, pour encercler Bamako. En fait, le plan, c'était quoi? On envoie les terreaux, parce qu'on a les terreaux en Mauritanie, on a les terreaux en Algérie, on a les terreaux en Côte d'Ivoire, que Ouattara abrite. On prend d'autres terreaux du côté de la Mauritanie. Ils entrent en Côte d'Ivoire, on les entretient, on les nourrit, on les paye, après on les envoie au Mali pour essayer de couper Bamako. D'abord, ils ont commencé par quoi? Par détruire les camions citernes. Donc, les camions qui transportaient les produits hydrocarbures, gaz, pétrole, on attaquait, les gars attaquaient, les gars brûlaient. Et les médias français, tous les jours, oh, il y avait tel nombre de morts, Abdoulaye Diouf avait même dit que c'est des médias mensonges qui comptent les morts maliens alors qu'ils ne sont pas là au fond. Il y a un plaisantant là, qui sont des pays africains qui s'appelle Serge Daniel, qui est un rigolo, qui n'est pas un journaliste. C'est un agent secret qui se prend pour un journaliste. Béninois, il est partout, le Togo, il est envoyé pour essayer d'infiltrer les gens. Et il y a un autre qu'on appelle Washington, il a l'exclusivité des choses que font les terreaux. Donc vous comprenez très bien que ce sont les services secrets occidentaux qui font ça. Un service occidentaux qui font ça, les amis. French is not that good, no problem. But the most important thing is the communication. Donc, Macron et Ouattara se sont dit, ok, on va envoyer ces gens-là en masse pour essayer de couper Bamako et la population va se lever contre Assimi Goïta et là, la France va venir s'installer et ils vont imposer le dirigeant. Ils ont fait, ils ont tout fait, ils ont essayé, mais ils avaient oublié que le Mali faisait partie de l'AIS. Vous avez vu comment la Russie a envoyé un avion cargo avec le carburant pour venir déposer à Bamako. Et après, il y a eu des frappes. Les Maliens, ils ne veulent pas monter les cadavres. Comme je vous parle là, les amis, le nombre de morts de djihadistes, des enfants de 14 ans, de 15 ans, 12 ans, et les autres que Jenin a envoyés, encerclés Bamako, c'est grave. Et les morts se comptent en milliers. C'est ça la réalité actuelle. Pourquoi est-ce que les médias terroristes là, les médias mensonges, on ne parle plus de ça? C'est parce qu'ils ont échoué dans leur plan d'encercler et de pousser les Maliens à Bamako, de s'élever contre Assimi Goïta. Les services de renseignement maliens étaient au courant de tout ce qui se préparait, et avec des dates précises. Et il y avait environ 5000 terroristes du Djinim, dont des jeunes âgés de 14 à 25 ans, et quelques terroristes du FLA infiltrés entre les frontières guinéennes et ivoiriennes sur le sol malien. Soyez sûrs d'une chose, un pacte de protection de frontières et de non-agression, ni d'attaque, avait été signé entre la Côte d'Ivoire et quelques opposants maliens. Cette réunion s'était tenue dans la capitale ivoirienne de façon discrète, 3 mois avant les élections de la Côte d'Ivoire. Pourquoi cette réunion? Tout simplement parce que le gouvernement ivoirien pensait que les opposants ivoiriens allaient se servir du Mali pour attaquer la Côte d'Ivoire. Or, cette information qui avait été donnée par les opposants maliens était fausse. À cause de cette fausse information, les éléments clés de la Côte d'Ivoire ont donc décidé de prendre le Djinim comme bouclier. Plusieurs millions de dollars américains ont été déboursés. Les terroristes du Djinim ont bel et bien atterri par avion en Côte d'Ivoire en quittant la Mauritanie. Et ils ont été déployés à la frontière ivoirienne, sur des motos, puis ils ont roulé pour rentrer au Mali. Voilà comment le sud du Mali a été dominé en quelques mois. Pris par cette joie, et croyant que grâce au soutien de la force ivoirienne ils pourraient renverser la transition, les ennemis sont allés créer un groupe WhatsApp et l'ont appelé FPR, Front Patriote de Résistance. Et regardez vous-même ceux qui sont membres de ce groupe, et vous saurez qui sont ceux qui sont derrière tout ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, tous ceux qui ont des arrobases, nous savons ce qu'ils font. Il est impossible de nous échapper. Lorsque le Djinim a pénétré le sol malien, le gouvernement a interdit alors de vendre le carburant dans les villages. Et les drones ont commencé à les bombarder. Lorsqu'ils ont remarqué qu'ils étaient en train de perdre du personnel, alors ils ont commencé à s'attaquer aux motos des habitants des villages. Lorsqu'ils rencontrent un habitant en circulation, en allant au champ, ils vident son réservoir. Ou encore ils lui arrachent sa moto pour pouvoir continuer leur route. Tellement qu'ils avaient le manque de carburant, il fallait voler. C'est ainsi qu'ils ont commencé à s'attaquer au convoi de carburant. Leur objectif était de pouvoir voler du carburant et s'approvisionner.
Alors ils ont commencé à s'en prendre au bien de la population. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils venaient de montrer leur vrai visage à la population. Pendant ce temps, les drones maliens les neutralisaient centaines par centaines comme des fourmis. À chaque fois qu'ils se regroupaient, ils étaient bombardés. Tout leur plan était fauché. Il était impossible d'avancer vers la capitale malienne, car l'idée était simple. Si la capitale tombe, la transition tombe. Dans leur plan, lorsque les élections ivoiriennes passaient, l'assaut de Bamako serait donné. Et les opposants maliens, depuis leur position, allaient faire une déclaration. Malheureusement pour eux, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le saviez-vous que le gouvernement malien était au courant de tout, de toute la stratégie mise en place par les ennemis et leurs alliés depuis le début? Ce qui va vous étonner, c'est que les ennemis ne valent plus 200 personnes entre les frontières de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Ils sont en train de fuir pour rentrer au sud, en passant Sikasso, la zone de Koutiala en allant vers Kouri, pour prolonger vers Banamba puis Nioro du Sahel, ensuite Fassala. De Fassala, ils fonceront vers le village qu'ils occupent en Mauritanie, appelé Boutalaye, qui est l'endroit même où Amadou Koufa se trouve souvent. Remarquez une chose, puisque les ennemis et leurs alliés ont perdu beaucoup de gens dans cette stratégie d'attaque et ont très mal, ils sont allés s'asseoir à la télé pour mentir encore que le Djinim n'avait pas l'intention d'attaquer Bamako. Demandez-leur pourquoi, depuis qu'ils ont su que le Djinim multiplie les attaques vers le sud, ils n'ont pas fait cette déclaration. Et c'est une stratégie de logistique d'encerclement pour finalement, au niveau alimentaire, au niveau du carburant, faire en sorte que les populations soient de plus en plus sous la pression et qu'ils visent en fait une sorte de révolte sociale interne à Bamako. Le Djinim n'a pas la capacité réelle de prendre la ville. Et c'est quand l'armée malienne a bien maté le Djinim qu'ils viennent tromper la vigilance des Maliens. Eh bien, dites-leur que tout est déjà su et qu'ils ne pourront rien faire. Dans toute cette guerre, il faut dire merci au peuple malien, car sans l'amour d'un peuple, un pays ne peut rien gagner. Allez-y dire aux opposants maliens qu'ils sont obligés de se rallier à l'État malien. Sinon, ils vont vieillir en exil, ou mourir en exil sans devenir président un jour. À bon entendeur, tant pis pour ceux qui n'ont rien compris. Vous voyez maintenant vous-même, les amis, vous comprenez vous-même, vous écoutez vous-même. Faites votre idée. Ils n'ont pas réussi. Et s'ils avaient réussi, vous devez voir les journalistes de France 24, RFI en train de faire du tam-tam. Ouais, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ça n'a pas marché. Et là, en fait, c'est au Mali. Et l'AIS avait déjà dit, à travers les présidents, que votre enfer, c'est ici. Et Ibrahim Traoré avait dit aux militaires, préparez-vous à faire une guerre à haute intensité. Et là, les gens sont préparés. Et les esprits aussi. Parce que c'est le peuple qui est le socle de tout ça, la défense. Quand le peuple a compris pourquoi ils sont en train de souffrir, qui les impose cela, le peuple va dire non à cela. Et Emmanuel Macron devait comprendre. Et le dramatique de Ouattara devait aussi comprendre. Your time is near. Allons,